La chronique, c'est bon pour la santé. Tout ce qui est bon pour la santé, eh bien, c'est le docteur Serge Rafal qui nous le dit tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, justement, vous allez nous expliquer les raisons et les bienfaits du retour de quelques légumes d'antan qui avaient disparu des étals et qui gagneraient, ou gagnent en tout cas, à revenir sur nos tables. En effet, Ilana, depuis une dizaine d'années, nous assistons au retour sur les marchés de céréales et de légumes qui fleurent bon la nourriture de grand-maman. Et ça n'est pas uniquement par pure nostalgie. Ce regain d'intérêt correspond certes à un petit effet de mode, mais aussi à notre relation à la nourriture. Nous avons tous pu constater la diminution de la consommation de viande d'environ 12% depuis 2010 d'après le Crédoc, et donc la nécessité de la compenser par des aliments riches en protéines, en fibres, en oligo-éléments, principalement le fer, et en vitamines, la vitamine B12. Et beaucoup de consommateurs sont lassés des produits uniformes et sans goût issus de l'agriculture intensive. La FAO, l'Organisme mondial de l'alimentation, explique que les 3/4 des plantes comestibles qu'on cuisinait il y a un siècle ont disparu pour des raisons de rentabilité, principalement de production et de transport. Les consommateurs se sont donc progressivement tournés ou retournés vers des aliments qu'ils avaient mangés plus jeunes ou dont ils imaginaient une saveur authentique d'autrefois. Et sans oublier le réchauffement climatique et le produire et consommer local pour réduire l'effet de serre et éviter de faire traverser la planète à des aliments hors saison ou exotiques, ou pire, à ceux qu'on peut trouver chez nous, fraises, melons, tomates, etc., venus d'Espagne, du Maroc ou de beaucoup plus loin. Alors, vous avez d'abord choisi de nous parler de deux céréales qui ont de nombreux atouts dans leurs grains. C'est le petit épeautre et, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le camut. Oui, alors je vais commencer par le petit épeautre, à ne pas confondre avec l'épeautre. Il a fait sa réputation avec la vogue du sans gluten, alors qu'il en contient certes moins, mais quand même un peu, environ 7%. Il est produit dans le sud-est de la France, en petite altitude. C'est une des rares céréales à contenir les 8 acides aminés essentiels, ce qui est généralement l'apanage des protéines animales. Et 100 g de petit épeautre apportent 100 mg de calcium, 120 mg de magnésium, 440 mg de phosphore, des vitamines du groupe B et de la vitamine E, des caroténoïdes aux propriétés antioxydantes. Enfin, il est très riche en fibres, 10 g pour 100 g, intéressante pour la prévention du cancer du côlon et le transit intestinal. Alors, on parle aussi de l'autre céréale, donc le fameux camut. Oui, il est originaire d'Asie centrale, plus précisément de la région de Khorasan, dont il prend parfois le nom. Ce cousin du blé dur a été introduit aux États-Unis en 1990, donc très récemment, par un ingénieur agronome. Plus digeste lui aussi que le blé classique, tout en contenant lui aussi un peu de gluten. Il est plus riche en protéines, 20 à 40% de plus. Il contient des sucres, 68 grammes pour 100 grammes, des acides gras insaturés, des fibres, des oligo-éléments, peu de calcium et de fer, beaucoup plus de magnésium, de phosphore, surtout de potassium, du sélénium, du zinc, des vitamines B1 et E. Et il est cultivé exclusivement en agriculture biologique, sans modification génétique et sans additifs quel qu'il soit. Et on voit aussi de plus en plus souvent sur les marchés le panais. Oui, il est issu du bassin méditerranéen. Ce légume racine ancien en forme de carotte a probablement été introduit en Amérique du Nord par les colons européens qui le cultivaient pour sa racine comestible pour les hommes et plante fourragère pour les bêtes. Longtemps détrôné par la pomme de terre, il est de retour sur les étals des maraîchers biologiques. D'une couleur blanc-ivoire, de saveur douce, noisetée, légèrement sucrée, le panais est riche en potassium, intéressant pour le système cardiovasculaire, et il renferme des fibres toujours utiles au transit intestinal. Et deux légumes qui évoquent aussi la famine de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le rutabaga et le topinambour. Oui, il était difficile d'imaginer leur retour tant ils avaient marqué les esprits et étaient synonymes des disettes de cette période terrible. Le premier, hybride du chou frisé et du navet, était consommé faute de mieux, réservé auparavant à l'alimentation des ovins. C'est un légume racine au goût prononcé et aux vertus nutritionnelles indiscutables. Il contient un peu de vitamine C, des minéraux et des fibres. Le topinambour est lui originaire d'Amérique du Nord où il était cultivé par les Amérindiens qui l'appréciaient pour ses vertus nutritionnelles et son goût d'artichaut ou de châtaigne.
Il avait connu son heure de gloire au XVIIe siècle avant d'être détrôné par la pomme de terre. Il revient en force grâce à sa richesse en fibres, en vitamine B9 et en oligo-éléments, surtout du potassium. Et oui, le retour en force des légumes d'antan en conclusion, Serge. Edward Stanley, homme d'État britannique du XIXe siècle, disait en substance « Ceux qui pensent qu'ils ont peu de temps pour une alimentation saine devront tôt ou tard en trouver beaucoup plus pour soigner leur maladie ». Cet aphorisme reste tout à fait d'actualité et justifie le retour en force de certains aliments authentiques, de saveur agréable et en outre bons pour la santé. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain sur Radio J.